Bonjour et bienvenue à tous. Donc, on vous présente un peu notre groupe, c'est le groupe de engagement climat du LSCE, donc, qui est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris-Saclay. Donc, on est 11 membres, soit doctorants, soit postdocs. Et le but, c'était vraiment de créer une réflexion. Bah, tout le monde arrive. Bienvenue. Donc, pour présenter vite fait le but, c'était vraiment de créer un espace de discussion autour des questions de l'engagement et du climat. Nous sommes des scientifiques du climat et nous nous demandons si cela peut nuire ou pas à notre crédibilité. On est souvent en début de carrière, donc on se pose beaucoup de questions à ce sujet. Quels sont les types d'engagement avec le plus d'impact? Et surtout, c'était l'occasion d'avoir un espace sûr de discussion sans la pression de la hiérarchie pour vraiment discuter entre nous à cœur ouvert. Voilà, et recréer. Et on remercie Céland qui va nous offrir le dîner à la suite. Alors, donc, le premier intervenant aujourd'hui sera Christophe Cassou, ici, qui est chercheur au CERFAX à Toulouse. Il est co-auteur du sixième rapport du GIEC. Il est fondateur de Train pour le climat et, entre autres, membre de ATECOPOL. Notre deuxième intervenante est Laure Tellière en visio, qui est fondatrice d'Atécopole, qui est un atelier d'écologie politique à Toulouse. Donc voilà, elle nous expliquera en détail la diversité des actions de cet atelier, comment c'est né. Et il me semble que maintenant, il y en a 5 autres en France, dont à Paris. Et Laure Tellière est historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse et elle s'est d'abord spécialisée sur les questions d'immigration et aujourd'hui plus sur des questions écologiques. Et donc voilà, on aura l'honneur de l'écouter après. Le séminaire s'organisera en 2 temps. Un premier temps, on va pouvoir écouter nos deux intervenants et échanger avec eux. Et un deuxième temps de réflexion en petits groupes autour d'un repas. Donc voilà, je peux te laisser la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est bon, on entend, tout est bien. Non, c'est bon. Merci beaucoup de venir assister à ce séminaire. Bonjour Laure, en visio. Merci. Je suis très content de faire ce séminaire avec toi. Donc, je vais commencer de manière un peu générale et puis ensuite sur les engagements, les types d'engagements, avec aussi un focus sur mon expérience personnelle, puisque c'est ça dont on avait un petit peu discuté. Euh, Décrire les différents types d'engagement dans lesquels je suis depuis quelques années. Et puis avec un focus sur la fin, vraiment sur la Técopole, parce que pour moi, être membre de la Técopole ou être en tout cas avoir été à Toulouse et avoir participé euh, à ce collectif a été extrêmement important dans mon engagement et en particulier dans l'A69, dans dans la dénonciation de ce projet d'A69 sur Toulouse, projet d'autoroute. Donc, au début, je vais faire un petit rappel général des types d'engagement, ensuite parler de mon expérience et puis on basculera ensuite sur Laure qui vous parlera de la Técopole et de notre engagement collectif certainement sur l'A69. Alors, comment on passe ici? Non, c'est pas ça. Ok. Donc, quand je parle engagement du scientifique, j'aime bien rappeler poser le cadre en fait des sciences du climat aujourd'hui et rappeler et en tout cas présenter cette phrase qui vient d'un ouvrage de Léo Poutelec sur les sciences impliquées. Il dit donc il y a toute une partie sur les sciences du climat qui sont pour lui des sciences impliquées, des sciences impliquées qui veulent dire donc nécessairement prises dans un contexte, immergées dans un paysage de valeurs et d'intentions et portées par des collectifs d'humains. Je trouve que cette phrase-là, elle est assez intéressante pour résumer en fait le moment ou le cadre dans lequel on se situe. Alors, je vais commencer par, je sais pas par comment faire avancer les slides à la souris. Tu cliques sur la slide. Ouais. Sur la slide. D'accord. Euh, oui, oui, d'accord, ça marche. Euh, donc, je vais commencer peut-être par le contexte. Aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier. Et dans le titre, il y avait du GIEC jusqu'à l'engagement. Et donc, je vais commencer par quelques conclusions du GIEC auxquelles donc, j'ai eu l'honneur de participer, qui, pour moi, m'ont fait vraiment prendre conscience en fait, qu'on était dans un tournant sociétal, dans la mesure où être auteur du GIEC implique d'avoir ou en tout cas
aide à avoir une vue d'ensemble de ces enjeux climatiques, même de biodiversité aussi, parce qu'on s'intéresse quand même aussi à ce qui se passe dans l'IPBES ou dans d'autres rapports. Donc, d'avoir cette vision générale enfin, cette vision qui a conduit, en fait, qui a dicté un petit peu mon engagement. Alors, j'ai pris trois phrases ici du dernier rapport du GIEC, du groupe 2 du sixième rapport, qui liste, qui montre, enfin, qui démontre que environ la moitié de la population mondiale aujourd'hui vit dans des zones à forte vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique, que le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Et puis cette dernière phrase qui définit l'urgence climatique, alors l'urgence climatique qui n'est pas un slogan politique, mais qui est dictée par les lois de la physique, puisque chaque tonne de CO2 supplémentaire compte, et impliquant un incrément de réchauffement supplémentaire et des risques supplémentaires. Donc tout retard supplémentaire vis-à-vis d'une action mondiale et concertée nous fera manquer la brève fenêtre d'opportunité que nous avons pour assurer un avenir viable. Et pour moi, ces trois phrases-là, qui ont été approuvées à l'unanimité par l'ensemble des représentants de l'ensemble des délégués de l'ONU, les 195 délégués de l'ONU, posent bien le moment dans lequel on est, un moment charnière, où en fait les actions d'aujourd'hui vont conditionner le climat de demain, le niveau de risque de demain. Dans ce cadre-là, n'est-ce pas? Bon, désolé, à distance, un petit problème technique. Donc, dans ce contexte ce contexte de risque croissant et de risque menaçant pour l'habitabilité de la planète pour toutes et tous, hein, la planète sera habitable dans certains endroits, mais c'est le fait qu'elle soit habitable pour toutes et tous qui est important. Et du fait donc du non-respect des engagements climatiques par la plupart des États, ou voire tous les États, tout ça pose en fait des enjeux de responsabilité de la science, et en particulier pour le scientifique du climat. Donc la question que l'on peut se poser, c'est comment penser les sciences du climat en société, pour la société et avec la société. Donc quelle position, quel engagement des chercheurs et des chercheuses dans ce cadre-là. Alors il y a une étude qui est très intéressante et qui a été portée par l'Université de Lausanne sur donc l'engagement public des universitaires, et dans laquelle j'ai repris ici certaines phrases qui pour moi sont extrêmement importantes et qui posent bien le cadre du rôle de la position du scientifique engagé. Donc la relation, je les liste, la relation à la société et la stimulation du débat public font partie vraiment intégrante des missions des universités, et l'engagement ne constitue pas un simple supplément à la recherche et à l'enseignement, mais fait partie des fonctions de base de la communauté académique. Donc c'est extrêmement important, et voilà. Et ça pose la question aussi donc, de neutralité, sur lequel j'imagine vous avez quelques séminaires avant. Cette notion de neutralité dans ce rapport-là, qui est souvent associée, telle qu'elle est décrite dans ce rapport, cette notion de neutralité est souvent associée à l'idée d'une science qui est sans valeur, isolée des influences sociales. En fait, c'est un idéal. Un idéal qui est non seulement inatteignable, mais même il est indésirable, que ce soit dans la pratique des recherches ou également dans la prise des paroles, la prise de parole dans le public. Et j'aime bien présenter ce graphe-là qui vient de mon collègue Philippe Grandcola, qui montre comment nos sciences en fait sont empreintes de valeur. Et ici, vous avez sur ce graphe-là, c'est une étude sur la bibliographie sur la biodiversité et les études sur les différentes espèces de biodiversité. Donc, tout à fait en haut, vous avez un excès d'occurrence par rapport à ce que représentent en fait les oiseaux dans l'étude qui est donnée, qui est faite par les écologues, par les biologistes. Et puis un déficit d'occurrence, donc un déficit d'études sur les insectes. Et tous les mammifères arrivant très tôt aussi au sommet de la pile dans le nombre d'études. Et dans cette étude-là, il n'y a pas la référence, si elle est tout au-dessus, il est montré que en fait, nos objets d'étude sont conditionnés par en fait, la plus ou moins grande empathie que l'on a envers certains animaux. Donc en fait, nos objets d'étude sont conditionnés par les valeurs que l'on porte dans ce qui est important, ce qui nous touche dans le vivant.
Donc, notre objet de recherche n'est même pas neutre, hein, dans cette dimension-là. Donc, en fait, rien n'est neutre dans la recherche. Et c'est quelque chose qui est une illusion. Et donc, dans ce rapport de l'Université de Lausanne, à la neutralité, on lui préférera donc l'idée de quête d'objectivité, de déontologie scientifique et de transparence sur les valeurs. Donc, très important de dire quelles valeurs nous portons en tant que scientifiques quand on s'exprime dans l'espace public, avec quelle casquette, avec ce souci d'objectivité, mais pas de neutralité, parce que le fait même d'intervenir dans l'espace public rend cette neutralité-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est aujourd'hui à un moment crucial justement de risque croissant. Donc en fait, ne pas intervenir dans l'espace public aujourd'hui n'est pas neutre, tout comme intervenir dans l'espace public. Parce que ne pas intervenir dans l'espace public euh, contribue à maintenir le statu quo. Le statu quo dans un monde où les risques sont croissants n'est pas neutre. Donc, donc les sciences du climat sont des sciences impliquées. De nouveau, une nouvelle phrase de ce bouquin de Léo Coutelec que je vous conseille. Les sciences du climat sont des sciences impliquées qui prennent acte de leurs responsabilités aujourd'hui, qui sont attentives aux conséquences des sciences qu'elles portent et qui ouvrent la possibilité d'un questionnement sur leur finalité, qui ne revendiquent plus forcément aujourd'hui leur neutralité axiologique. Et tout ça dans un cadre dans un cadre qui est celui de la recherche académique aujourd'hui, hein, les universitaires étant protégés à la fois par leur liberté académique et leur liberté d'expression générale, à savoir non académique. Et donc, voilà, tout ça importe de savoir dans quel rôle on s'exprime. Est-ce qu'on est des chercheurs, des médiateurs, des experts, des citoyens, etc., quand on s'exprime. Donc ça, c'est vraiment le cadre pour moi qui est très important qui fixe, en fait, euh, l'engagement scientifique. Alors, du coup, quels engagements au pluriel pour les scientifiques du climat? Et là, donc, je vais vous parler de mes expériences pour les trois types d'engagements euh, qui, euh, qui sont associés donc, aux scientifiques, dans les missions du scientifique. Donc, je les ai listés ici. Euh, donc, des missions en termes de transmission, donc transmettre avec des enjeux de communication, de médiation et de formation. On peut y mettre ici la casquette de lanceur d'alerte, aime cette phrase. Euh, deuxième position également, deuxième rôle du scientifique, qui est de penser et d'accompagner aussi les transformations sociétales. Donc là, il y a des enjeux de conseil, des enjeux d'appui à la décision, d'émergence de nouveaux récits. Tout ça sur la base des éléments factuels, parce que je vous ai dit que ce qui est important, c'est l'objectivité. Donc, des événements factuels qui peuvent aider à l'évaluation, production de certains rapports, à l'élaboration, à la participation à certaines gouvernances, certains comités, etc., etc. Et puis, il y a l'engagement avec des enjeux citoyens, des enjeux politiques, avec peut-être une nouvelle casquette, ou une casquette qui, pour moi, devient importante, c'est la casquette de chien de garde. J'y reviendrai là-dessus, dans la mesure où, aujourd'hui, on est face à des régressions. On n'est même pas dans le statu quo, on est dans les régressions en termes de mesures environnementales. Et donc, face à des régressions, il est important pour un scientifique de dénoncer ces régressions quand elles sont opposées en fait aux faits scientifiques. Donc, je vais donner trois exemples de mes engagements personnels et ensuite je laisserai Laure compléter, parler également de ces actions et on reviendra peut-être sur les engagements citoyens avec Laure. Donc, transmettre. Donc, de nouveau, je reprends un peu ma casquette d'auteur du GIEC, qui a quand même regardé l'ensemble, même si j'ai participé au groupe 1 du GIEC, j'ai lu certaines parties aussi des rapports des autres groupes, et en particulier sur l'importance des médias. L'importance des médias et le rôle des médias est présent dans le rapport du GIEC, donc il fait l'évaluation de la littérature scientifique sur ce rôle des médias. Et il est montré, donc là de nouveau, c'est quelques phrases du rapport rapport du GIEC du troisième volume, du sixième rapport, qui montrent que, en fait, d'après la littérature scientifique, avec chaque fois, vous voyez, Robust Evidence High Agreement, donc le langage calibré GIEC, euh, en fonction des niveaux de confiance euh, établis à partir de la littérature scientifique. Donc les médias ont un rôle important dans le discours public parce qu'ils façonnent ce discours sur l'atténuation du changement climatique, mais également sur l'adaptation.
Et la manière dont ces discours sont portés peuvent soit renforcer le soutien du public pour accélérer les mesures d'atténuation, mais peuvent être également utilisés pour entraver les actions. Les médias donc, ont un rôle absolument essentiel parce qu'en fait, c'est des plateformes de résonance pour les différents acteurs qui présentent, qui interprètent, qui façonnent donc les débats sur le changement climatique et sa gouvernance. Donc les scientifiques ont un rôle important dans ces médias puisqu'en fait, c'est un acteur en fait de transmission. Un constat également dans le dernier rapport du GIEC, c'est que l'augmentation de la couverture médiatique ne conduit pas toujours à une couverture qui soit plus précise sur l'atténuation du changement climatique. Elles peuvent diffuser aussi des fausses informations. Avec bien évidemment cette transmission de connaissances qui est compromise par les contre-mouvements. On connaît tous le rôle des pétroliers dans la désinformation scientifique. Je pense que Laure il reviendra là un petit peu plus tard. À la fois dans les médias traditionnels, mais également dans les nouveaux médias que sont les réseaux sociaux. Et puis quelque chose aussi, un constat auprès des professionnels des médias, c'est que dans la déontologie journalistique, ou ce qu'on a appris, ce que les journalistes ont appris à l'école de journalisme, c'est de présenter en fait les deux côtés d'une controverse. La norme consistait à présenter les deux côtés d'une controverse, avec donc dans cette norme-là le risque d'une représentation disproportionnée, une surreprésentation du scepticisme à l'égard du changement climatique. Et ce, malgré le consensus scientifique. Donc là, ça questionne aussi les pratiques journalistiques et je vais revenir là-dessus. Donc dans ce cadre-là, en fait, je me suis engagé auprès des médias pour essayer de créer des espaces de rencontre entre sciences du climat et journalisme. Et donc tout ça pour comment dire, aller au-delà pour lever les challenges ou les défis, hein, à la fois pour les scientifiques et pour le journalisme. Donc pour les scientifiques, le challenge, c'est vraiment de sortir de l'entre-soi et de diffuser le plus largement possible les connaissances climatiques. Et donc, il y a des enjeux de massification et d'efficacité dans cette diffusion des connaissances. Parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que les simples séminaires, les fêtes de la science, tout ça, c'est extrêmement important, mais ça suffit pas avec des enjeux de massification. Il faut toucher le plus de personnes possible parce que les personnes qui viennent nous voir, en fait, c'est généralement les personnes les plus intéressées. Et puis, pour les scientifiques aussi, trouver des objets de médiation et des canaux nouveaux pour porter ces messages scientifiques, tout en gardant la rigueur scientifique qui est vraiment le cadre déontologique de notre métier. Et puis, pour les journalistes, informer le grand public de manière efficace et juste sur les enjeux environnementaux, qui sont de plus en plus concernants. Et quelque chose aussi qui est important après avoir discuté avec de nombreuses rédactions, regagner confiance auprès du public pour devenir et être un acteur crédible de la transformation. Quand on regarde les études, les sondages qui ont été faits sur la crédibilité des différents acteurs pour porter ces enjeux climat, bon, évidemment, les politiques arrivent tout en bas, mais les journalistes sont pas très loin. Ils sont deuxièmes juste avant les politiques. Et les scientifiques, en revanche, sont les acteurs les plus crédibles pour porter cette transformation. Et donc, une conclusion d'une étude qui a été faite par la Fondation Descartes sur la place des journalistes et des scientifiques dans ces enjeux climat, une des conclusions était qu'il était souhaitable que les médias donnent davantage la parole aux scientifiques, pardon, et que les scientifiques intègrent davantage les attentes et les contraintes du journalisme. On voit bien là la définition de l'interdisciplinarité, hein, c'est vraiment le croisement des enjeux qui est important. Et dans ce cadre-là, donc j'ai copiloté la création du journal de la météo et du climat à France Télévisions. Donc le premier journal a été diffusé au mois de mars dernier, avec donc une refonte totale du journal de la météo, du bulletin météo, en les présentant dans un cadre climatique, avec un focus particulier sur des sujets, et avec une place aussi prépondérante de la recherche. On a trouvé un mécanisme qui donne la parole aux scientifiques, tout en gardant la ligne éditoriale fixée par France Télévisions, donc avec des petites capsules, ce qu'on appelle des petites capsules, c'est des scientifiques de différentes disciplines, de différents instituts, qui sont interviewés pour répondre à une question des auditeurs. Donc, c'était
petit défi de monter ce type de journal. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, le bulletin météo est l'émission la plus regardée de France Télévisions, 4 millions de téléspectateurs, et de changer une émission qui n'avait pas changé depuis 30 ans, alors que c'est celle qui marche le mieux, je peux vous dire que c'est un petit challenge. Et là, moi, chaque fois, je remercie la direction de France Télévisions qui a pris ce risque-là et qui nous a dit que, en fait, notre objectif, parce que eux aussi ont des indicateurs, hein, notre objectif, c'est de ne pas perdre d'audience dans un monde où il faut toujours en gagner. Et donc, ben, au final, on en a gagné. Donc, voilà. donc, tout est. Bah, ce journal a 1 an et il va être enrichi certainement en septembre prochain avec donc un journal de l'eau, journal météo-climat de l'eau, hebdomadaire, avec aussi des scientifiques sur tous les enjeux liés à l'eau de manière générale. Euh, bah, on veut dire peut-être le succès de cette initiative porte sur le fait que bah, tout ça s'inscrit dans un cadre interdisciplinaire que l'on nourrit en permanence par des formations continues, des rédactions aux enjeux de climat, en insistant bien sur la méthode scientifique qui est peut-être tout aussi importante que le résultat hein, pour les journalistes, en faisant bien comprendre, en identifiant auprès des journalistes, en identifiant bien les acteurs, d'expliquer la différence entre un chercheur, un expert, un consultant. Ces paroles sont pas, le poids des paroles est bien différent. Et puis, bien évidemment, l'acculturation entre communauté des journalistes et communauté des scientifiques, avec un mot qui est, euh, qui est souvent un peu tarte à la crème, on mot valise, le mot d'immersion, mais là, c'est vraiment le cas. Euh, passer du temps avec les journalistes pour comprendre en fait les pratiques aussi journalistiques et comment on peut trouver des espaces de dialogue des espaces d'échange en passant du temps. J'insiste sur cette importance du temps long. Tout ça se construit au fur et à mesure. Et donc c'est une implication aussi du scientifique de manière en termes de temps qui est pas négligeable. Et tout ça, donc, en fait, comme on dit, hein, c'est du gagnant-gagnant avec une implication, une visibilité des chercheurs. Les chercheurs, quel que soit leur institut, parce que ça, pour nous, enfin, en tout cas pour moi, c'était vraiment important je me fiche de savoir si c'est un chercheur du CNRS, du CEA, de l'ENS, voilà, qui est interviewé. La pluralité des chercheurs est très, très importante, avec un focus sur la recherche publique française. Et puis, comment aussi rembarquer des journalistes. 5 minutes. Voilà. Donc derrière ces enjeux de l'interdisciplinarité, il y a eu vraiment des changements profonds de perception et de pratique, vraiment des dynamiques transformatives en interne dans les rédactions qui s'est mis en place grâce à cet objet qui est en fait un petit cheval de Troie hein, dans ce grand paquebot là, qui est France Télévisions. Donc ça a permis de lutter contre l'idée qu'appartenir à un média qui axé sur l'environnement ou qui parle d'environnement semble être perçu comme un indice de complicité ou de collusion avec les écolos ou avec la gauche. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut parler climat sans être militant ni gauchiste à France Télévisions. Parce qu'il y a une acculturation qui s'est faite sur cette dimension-là. Au sein de la rédaction, parler climat nécessite une cohérence dans le traitement de l'information à tous les niveaux. Donc, il y a eu des réflexions sur les annonces publicitaires, il y a eu des réflexions sur les angles d'attaque des journaux télévisés. Il y en a encore eu une la semaine dernière où j'ai participé pendant une après-midi à une réunion avec l'ensemble des rédacteurs en chef, rédacteurs et rédactrices en chef, donc pôle économie, pôle société, pôle voilà, sur le traitement des enjeux environnementaux, climatiques, cet été, avec un été particulier qui est l'été des JO. Donc, anticiper en fait ce traitement d'information. Et ça n'aurait pas été possible sans la mise en place de ce journal de la météorologie du climat, qui implique aussi une confiance entre journalistes et scientifiques. Et puis pour les chercheurs aussi, hein, parler au public nécessite vraiment pour nous une simplification, une hiérarchisation des messages et une contextualisation des messages scientifiques, et tout ça en 2 minutes. Donc il y a vraiment des enjeux aussi de communication, de médiation, de formation pour les scientifiques. J'étais très loin. Donc, deuxième axe, penser à accompagner les transformations.
Donc là, quelque chose qui est entre l'accompagnement des transformations et puis la transmission aussi des savoirs, une initiative qu'on avait montée en juin 2019 qui consistait à proposer aux députés fraîchement élus une formation express, on avait appelé ça la formation premier secours, parce que c'est 30 minutes. Donc c'était en fait un pied dans la porte pour euh, dire ben, on est là pour vous aider à prendre, pour vous apporter la connaissance et vous aider à prendre les décisions les plus éclairées possibles euh, sur les faits scientifiques. Donc, je vais passer sur cette initiative-là. On pourra revenir après. C'est bloqué. Hein. Euh, une autre initiative, donc, qui est un peu entre les deux, entre penser, accompagner la transformation et transmettre, c'est la mise en place de la formation des agents publics à la transformation écologique, donc une initiative qui est interministérielle. Donc, avec cette volonté de former les 25 hauts cadres de la fonction publique, puis à terme les 2,5 millions d'agents. Donc, c'est une initiative qui a commencé il y a à peu près un an et qui, grâce à un comité d'appui, un groupe d'appui d'expertise scientifique, tel qu'il est nommé dans cet organigramme de la Fondation des agents publics à la transformation écologique, un groupe d'appui qui a, en fait imposé, euh, imposé un mot un petit peu fort, mais en tout cas qui a vraiment porté le fait que dans ces formations pour les agents de l'État, il faut avoir les scientifiques au cœur de ces formations. Et donc, les premières idées consistaient à avoir uniquement un atelier, style des fresques, style fresque du climat, d'automne, d'anthropologie bas carbone. Donc, une formation, on va dire, de 6 heures. Ça s'est transformé en une formation de 28 heures avec des ateliers, avec des conférences, des visites de terrain et des retours d'expérience. Et puis, un nouvel atelier qu'on est en train de monter, c'est les obstacles à la, à la prise de décision, dans la prise de décision. Quels sont les obstacles, comment les surmonter, quelles sont les valeurs qui sont touchées dans ces obstacles, etc. etc. Et puis troisième exemple, l'implication aussi dans les conventions citoyennes. Donc là, qui sont un peu aussi à la frontière entre penser, accompagner la transformation et transmettre. Donc, moi, j'ai participé à 2 conventions. Là, accompagné 2 conventions. C'est des expériences qui sont extraordinaires, vraiment, euh, avec donc des citoyens qui sont tirés au sort et qui, en 6, 7 mois, arrivent à produire ben, ce genre de documents, des avis citoyens, de recommandations qui sont donnés ensuite aux différentes municipalités. Donc, moi, j'ai encadré la Convention citoyenne de Bordeaux et puis récemment aussi donc de Rennes qui vient de commencer. Et voilà, le rôle du scientifique est absolument essentiel parce qu'en fait, il pose le cadre et le constat sur lequel ces citoyens vont ensuite euh, débattre pour arriver à des avis, à des conclusions, à des recommandations. Dernier point, et ensuite je laisse la parole à l'ordre de manière très rapide. Donc, l'engagement et les enjeux citoyens et politiques. Je reprends juste ici une phrase qui m'avait marqué, qui est en 2014, j'assistais à un congrès, euh, un colloque, un forum, enfin, le forum Sciences, Recherche et Société qui était organisé par Le Monde. Et il y avait une intervention de Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, qui disait que, vu son expérience, hein, avec le sida, on arrive à convaincre les politiques par l'évidence scientifique. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire en mettant le pied dans la porte auprès des députés. Mais cela ne suffit pas, il faut faire appel aux activistes et être un peu activiste soi-même. Euh, donc, un peu activiste soi-même, alors peut-être que ça avait commencé peut-être en 2004. Ici, je vous ai juste repris je vais partager avec vous une anecdote où en 2004, donc j'avais reçu le prix de thèse de la Société météorologique de France à l'époque, aujourd'hui l'Association Météo et Climat. Euh, et quand on reçoit le prix de thèse de cette association, il faut écrire un article dans le journal de cette société qui s'appelle la météorologie. Et, euh, et en 2004, donc j'écrivais le fait que bah, les événements extrêmes déjà devenaient de plus en plus importants et évidemment, on ne pouvait pas attribuer les événements extrêmes aux activités humaines de manière statistique
et de manière aussi robuste qu'aujourd'hui. Mais on connaissait le processus, on disait que on connaissait la cohérence entre cette augmentation des événements extrêmes et les activités humaines. Et j'avais mis ça dans mon article, et en fait, ça avait été censuré par le comité éditorial de cette revue-là, qui, comme c'était pas euh, robuste au sens scientifique du terme, même si c'était un article que je devais écrire pour ma thèse, enfin, qui présentait les travaux de ma thèse, bah, il voulait pas le mettre. Alors j'avais bataillé. J'avais dit que bah, je n'étais pas, vraiment pas d'accord et que dans ce cas, je retirais l'article et voir, je redonnais mon, euh, mon prix. Et donc, on est arrivé à un compromis qui était bah, dans la méthodologie. Il y avait un petit encadré où il y avait écrit libre opinion de l'auteur, où bah, j'expliquais le fait que certainement, ce qu'on voyait, c'était l'effet de l'influence humaine, donc, qui aujourd'hui est confirmé par les rapports du GIEC. Donc, ça a commencé quand même assez tôt, 2004, juste après ma thèse. Et puis, bah, depuis, bah, je suis impliqué dans pas mal d'actions, donc, en particulier donc, des actions dans les contentieux climatiques. Donc, j'ai témoigné à peu près dans une dizaine de procès aujourd'hui. Euh, donc, les décrocheurs de portraits Macron. Alors, pourquoi j'ai dit oui? C'est en 2019, quand on m'a proposé la première fois d'intervenir dans ce cadre-là. Parce que les décrocheurs de portraits Macron dans les mairies, hein, donc qui juste substituaient le portrait dans la mairie, étaient jugés à la chambre théoriste du tribunal de Paris. Et j'ai trouvé que là, il y avait une limite qui était franchie. Et donc, on m'avait proposé de témoigner à ce procès. Et j'ai dit oui parce qu'en fait, euh, juger des décrocheurs de portraits dans une chambre terroriste était absolument contraire parce que mes valeurs me disaient, c'était mes valeurs portées. Donc j'ai dit oui. J'ai également participé à l'affaire du siècle. Et puis tout dernièrement aussi, donc d'autres formes d'engagement. Je laisse la parole, la parole à Laure, en particulier sur la 69, où l'écriture de tribune, les appels aux scientifiques pour se prononcer sur ce projet qui a absolument aucun sens, avec donc des rencontres avec des politiques sur lesquelles on pourra revenir ensuite. Et quelque chose qui est très important, qui pour moi ont été le socle en fait de mon engagement beaucoup plus marqué sur ces projets-là dans la dénonciation, c'est ce que j'appelais un petit peu chien de garde, c'est la force d'un collectif interdisciplinaire comme la TECOPE, qui permet en fait d'avoir une vision globale sur ces projets-là, qui vont au-delà de sa propre expertise et qui sont donc en fait la collection de cette approche interdisciplinaire qui sont absolument essentielles. Et puis voilà, s'engager aussi, c'est complètement émancipateur. Émancipateur par la rencontre, par tous les aspects en fait qui touchent la dimension de qui on est en tant que citoyen également. Voilà, donc je vais laisser le temps à Laure ensuite, et puis on reviendra, c'est ça? Ouais, parfait. Laure, est-ce que tu veux partager ton écran? Ouais, désactiver le partage d'écran. Moi, je viens marquer que je peux pas. Ah, Ok, alors attends, je vais essayer. Ouais, non, il faut que je pense que vous le configuriez. Ouais. Ouais, ouais, vas-y, essaye maintenant. Ouais, c'est bon. Mon écran, alors je l'ai affiché en quoi, plein écran. Voilà, ça va là? Ouais, alors nous, je vais juste essayer de le mettre en plus grand ici. Donc, pendant que tu règles le truc, simplement dire que bah, je suis contente, voilà, très contente de votre invitation. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous, c'était pas possible pour moi. Donc c'est un peu frustrant d'être face à mon écran sans vous voir. Mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux pour quand même voilà, apporter ce témoignage sur une expérience située qui est celle de la Técopole. Et c'est d'autant plus facile de prendre la parole après tout ce qu'a rappelé très clairement Christophe. Et puis, même si son expérience
expérience à lui est bien spécifique et on est toujours frappé par l'ampleur de tout ce que tu as pu entreprendre et ouvert dans ce positionnement de scientifique engagé depuis ton expérience de climatologue et du GIEC. Je vais essayer de compléter en expliquant ce qu'a pu être la Técopole. Donc c'est bon, là, vous êtes calé, l'écran, ça va? Alors, Ok. de mon ordi. Non, parce que ça sort pas de mon Ah. ordi. Alors, fais voir, vas-y, essaye maintenant. Voilà. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? C'est un peu pareil. Là, il y a pas de contrôle. Vas-y. Non. Ouais. Est-ce que là, ça va? Oui, là, c'est Oui. passé. Donc, j'y Voilà, vous vais. entendez? Vous entendez? Non, pas trop. Est-ce Pas que ceux trop qui bien. sont au fond, peut-être rapprochez-vous pour pouvoir. Faiblesse. Donc, tu me montres, Vous allez bien entendre. Ben, c'est bon, on peut lancer. Ouais. Attends. C'est bon. Attends. Ouais, c'est bon. Alors, donc, voilà, la Técopole, en fait, est née, comme c'est expliqué sur cette page-là, ce qui est la page d'accueil de notre petit site, en fait, des constats scientifiques que Christophe a rappelé très, très vite et que vous connaissez tous, de l'urgence à agir face aux ravages écologiques. Donc, déjà, ce n'est pas un positionnement face au climat seul, mais face à la question et l'enjeu écologique dans ses différentes dimensions et pris justement comme quelque chose d'absolument systémique et de très, très, très large. C'est une initiative autonome par le bas, c'est-à-dire qu'en fait, au début, nous étions 2, puis nous étions 3, puis nous étions 12, puis ça a démarré comme ça. Pour expérimenter des nouvelles façons de s'impliquer en tant que scientifique. Et aussi, d'emblée, on avait dans l'idée d'essayer de surmonter, d'offrir un nouveau cadre pour surmonter un sentiment d'isolement, d'impuissance, voire parfois de sidération et de dissonance grandissante entre nos métiers, nos constats et puis notre capacité de prendre la parole à ce sujet. Voilà. Donc, c'était l'idée de dépasser les logiques qui, dans notre domaine et dans nos métiers de l'ESR, euh, entretiennent l'inaction et de se donner un dispositif dont au début, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir, en fait, très expérimental, justement pour expérimenter ensemble d'autres manières d'essayer de prendre notre part dans cette immense question de l'enjeu écologique, euh, à laquelle, enfin, enjeu auquel nous renvoient constamment nos étudiants et par ailleurs les citoyens dès que finalement voilà, on intervient dans la scène publique. Que faire face à ça et comment s'y prendre? Bon, alors, euh, alors, voilà. Donc la Técopole est donc une initiative depuis 2018, donc on a 6 ans maintenant d'existence, qui s'est agrégée peu à peu. Donc sur notre site, vous trouvez la liste, je dirais par ordre de sédimentation d'arrivée dans la Técopole, des près de 250 maintenant chercheurs, enseignants-chercheurs et autres qui sont inscrits. Là, sur le côté, je vous ai récapitulé quelques-uns de nos fondamentaux, c'est-à-dire qu'assez vite, on a dû se définir. Donc, on s'est défini comme une initiative d'abord de scientifiques, puis, disons, de membres de l'ESR, pour exprimer quelque chose dans le débat public, parce qu'il nous semblait que des structures d'engagement, il y en avait déjà beaucoup, hein, des structures citoyennes, associatives, qui faisaient un très bon boulot. Mais finalement, c'est parler en tant que scientifique, membre de l'ESR, qui nous semblait pouvoir être un tout petit levier, en tout cas un positionnement différent. Donc c'est pour ça
qu'on a décidé d'être un collectif de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs de recherche et d'études, et même récemment, comme nous ont sollicité pour y entrer des personnels d'appui à la recherche, et surtout des doctorants, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au niveau des doctorants qui, selon nous, sont des jeunes chercheurs en devenir. J'ajoute titulaires ou précaires, c'est-à-dire que des post-doctorants sans labo d'affectation sont aussi membres de la Técopole. Voilà. On a voulu, et ça c'est très important, parler depuis nos métiers, notre activité professionnelle. C'est pour ça qu'on a cherché dès le début, en tout cas assez rapidement, on y est arrivé, je crois, au bout d'un an, un adossement institutionnel. Et c'est pourquoi nous sommes devenus plateforme d'expertise de la Maison des sciences de l'homme de Toulouse, donc unité d'appui à la recherche du CNRS, qui permet de faire rayonner les SHS en lien avec les autres sciences. Donc en gros, ça allait assez bien pour se glisser là-dedans. On a voulu... disons, se structurer en communauté interdisciplinaire la plus large, considérant que l'enjeu écologique aujourd'hui est tellement systémique, tellement global, doit tellement changer nos paradigmes fondamentalement pour y faire face que finalement tout type de savoir, toute discipline et même finalement tout champ d'activité peut y prendre part. Ça, c'est, je crois, très important dans notre choix. C'est de dire que bien sûr, les climatologues, bien sûr, les spécialistes de la biodiversité, bien sûr, les spécialistes des pollutions, etc. Mais finalement, tous les collègues scientifiques, quel que soit leur point de départ, spécialistes ou très éloignés des questions écologiques à la base, sont tout autant bienvenus et sur un pied d'égalité pour penser ces questions au collectif scientifique. Donc en fait, quand on a démarré, on n'a pas du tout cherché à faire ce qu'on peut souvent faire dans une initiative de l'enseignement supérieur recherche, c'est-à-dire regarder qui sont les meilleurs spécialistes, quels sont les labos les travaillant le plus sur ce champ, quelles seraient les meilleures équipes et essayer de démarcher pour les intéresser à notre projet. Non, on a lancé un petit texte manifeste, humble et assez simple, mais qui en même temps disait avec force nos intentions et nous a rejoint qui le souhaitait. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, on était très heureux que des chercheurs ayant une forte expertise dans ce champ nous rejoignent aussi, que des directeurs de recherche, que des responsables de labo nous rejoignent. Mais voilà, ce n'était pas l'idée qu'il fallait aller prendre les meilleurs ou les plus spécialistes, mais que notre démarche collective pouvait conduire tout un chacun finalement à repenser son terrain de recherche, sa manière d'aborder des sujets, voilà, son implication dans la discipline, etc., etc. Bon, un de nos autres mantras, je dirais, c'est de rendre les savoirs agissants. C'est-à-dire qu'on part de l'idée, selon nous, centrale, qu'aujourd'hui, bien sûr, de la recherche de pointe, c'est toujours très bien. Bien sûr, ça va apporter des nouvelles choses, c'est absolument indispensable, etc. Mais une des grandes parties de l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de faire vivre et de rendre efficients les savoirs qu'on a déjà. Peut-être même que le principal aujourd'hui pour faire face à l'enjeu écologique, c'est d'abord de rendre efficaces les connaissances qu'on a déjà. Et tant mieux si ensuite on en produit d'autres. Donc cet angle-là, pour nous, est vraiment très, très important et explique que dans les premières années, on ne soit pas du tout allé vers des projets de recherche pour produire en fait de la connaissance nouvelle en intersciences. C'était pas essentiellement ça notre préoccupation. Voilà. Et par ailleurs, l'angle d'écologie politique, c'est quelque chose qu'on a assumé aussi d'emblée. Écologie politique au sens de champ académique de la political ecology ou ecologia politica dans les domaines anglo-saxons ou latino-américains où cette discipline est plus développée, c'est-à-dire qu'en fait, tous les enjeux environnementaux peuvent et doivent être aussi questionnés sous un angle social, politique, culturel, etc. C'est-à-dire que ce sont inextricablement des faits à la fois physiques, matériels, naturels, si on veut, biologiques, etc., mais aussi toujours des faits sociaux. Et que donc, là encore, toutes les disciplines les plus larges ont à travailler dans cette direction-là. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'appellation d'écologie politique, mais je dirais faire ce choix de cette appellation atelier d'écologie politique, c'était d'emblée dire qu'on voulait assumer ça, y compris assumer le risque d'incompréhension, parce que, voilà, de manière triviale, certains peuvent se dire, ah oui, c'est de la politique, donc c'est une politisation des sciences, donc c'est quelque chose de partisan, etc. Donc voilà, nous on a choisi ça de l'assumer.
Alors, on a, bon, simplement pour partager ça, on a publié il y a quelque temps un article dans NSS qui faisait un peu le bilan de notre expérience, hein. C'était déjà il y a quelques années. Aujourd'hui, on est près de 250. On a fait le choix d'être une initiative de site, donc toulousaine, parce que assez rapidement, des collègues ont voulu nous rejoindre d'ailleurs en France, et je vous expliquerai sur la diapo d'après comment on y a répondu. La diversité des profils, quand on l'avait vraiment calculé finement, enfin pris la peine de regarder ça de près pour cet article, on était exactement à moitié discipline SHS et autres disciplines, des sciences dites dures, etc., avec 40% de femmes. Je n'ai pas pris la peine pour aujourd'hui de refaire le calcul depuis, mais je pense que ça reste dans ces ratios-là. L'idée de collectif, elle est vraiment très, très importante. Je le dis d'emblée, Christophe l'a évoqué, mais c'est vrai que c'est certainement le fait d'être un collectif qui nous permet de faire ce qu'on fait. Et on essaye toujours de l'incarner. C'est-à-dire qu'à la Técopole, on a pour habitude, quand on nous sollicite, bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, enfin si, c'est le cas avec Christophe, mais d'aller le plus collectivement possible pour répondre, parce que déjà, on incarne ainsi l'interdisciplinarité. Hein, si on participe à une prise de parole, que ce soit dans un séminaire ou dans un débat, etc., si c'est possible, on y va à deux, voire à trois. De même, auprès des médias, on essaye de faire tourner les prises de parole, que ce ne soient pas toujours ni les mêmes disciplines, ni les mêmes figures qui interviennent. Alors, là, je vous ai mis une diapo simplement sur notre fonctionnement interne, parce que c'est peut-être un des trucs les plus intéressants à partager, parce que ça, on s'en explique pas trop publiquement, mais la Técopole est, comment dire, d'abord travaille dans une totale inclusivité et horizontalité. C'est-à-dire que si vous répondez aux critères qui nous définissent pour être membre, il suffit de nous faire un mail, de dire que la Técopole vous intéresse, que vous souhaitez y participer, et voilà, vous avez accès à tous nos documents de travail, en particulier à notre fameux Framatime extrêmement vivant, où tout est sédimenté, où on peut lire les contributions de tout le monde, etc. C'est tout à fait horizontal. Autant nous avons souhaité un adossement institutionnel, nous sommes plateforme d'expertise, etc., de la MSH, autant en interne, nous n'avons aucune structure. C'est-à-dire que nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas d'instance interne, nous n'avons pas de responsable. Enfin, Jean-Michel et moi, les deux co-initiateurs, on est correspondants pour la MSH, mais ça n'implique rien de plus. Chacun, voilà, participe à mesure de ce qu'il souhaite et comme il le souhaite, de manière tout à fait libre. Voilà, il n'y a pas de représentant, je dirais, de la Técopole, ni individuel, ni collectif. Et ce qui fait notre fonds commun, c'est cette base d'intenses échanges collectifs. On discute beaucoup à la Técopole, que ce soit lors de réunions, lors d'apéros plus informels, et en particulier au quotidien sur le Framatime. On partage des articles, on partage des questionnements, on partage des questions de recherche, on partage des choses issues du débat public, etc., etc. Voilà. Par ailleurs, et ça me paraît aussi important à partager, on est une duocratie, c'est-à-dire que être membre de la Técopole, comment dire, vous autorise à prendre part à ce qui s'y décide si vous vous impliquez. Le fait de respecter qu'on n'exige rien de nos membres se compense du fait que aussi les membres n'ont rien de spécial à exiger. Hein. C'est ceux qui participent aux réunions, aux débats sur le Frama, aux initiatives, etc., qui décident de la ligne à donner. À la Técopole, on n'a quasiment, je crois, jamais voté. On ne prend pas les décisions comme ça. Les décisions se font au consentement, c'est-à-dire que entre ceux qui participent, que ce soit régulièrement, que ce soit tel type d'action, etc., eh bien, on discute, on dispute jusqu'à ce qu'on soit à peu près d'accord finalement. Et pour l'instant, ça a toujours relativement bien fonctionné comme ça. Bon, alors justement, sur le fait d'être une initiative de site, quand d'autres collègues en France nous ont dit ah mais c'est chouette, nous aussi on voudrait, etc., on leur a dit mais nous on vise pas à être une grosse Técopole nationale, ça n'a aucun sens. D'abord parce qu'il est bon de pouvoir se rencontrer, d'avoir aussi cette proximité relationnelle, mais aussi parce que finalement un grand site universitaire, que ce soit à Toulouse, Bordeaux, enfin toutes les villes de l'ESR, c'est la bonne taille pour aussi avoir un effet de levier local, parce qu'on a
voilà, une échelle d'inscription dans les labos, dans les initiatives de sites, dans les établissements. Donc, on a eu une logique d'essaimage. Donc, vous voyez maintenant la liste des atécopoles et le dernier à naître, c'est celui de Perpignan qui est en préparation. Là, ils vont bientôt faire leur coming out médiatique. Et puis, on est aussi très proche et dans une logique de travail en réseau avec d'autres initiatives convergentes que vous voyez, que ce soit Campus d'après, les observatoires des transitions, évidemment Labo 1.5, etc., etc. Bon, alors, je vais passer maintenant un peu au type d'action qu'on a déployé. Donc, vraiment, très logiquement, un des premiers trucs qu'on a monté, dès qu'on s'est fondé, c'est un séminaire interdisciplinaire d'écologie politique, notre SEMECOL, qu'on a pu faire, enfin, qui est soutenu depuis le début par le LABEX SMS, qui est au programme de l'école des docteurs de l'Université de Toulouse. Donc, ça, c'est très important parce que ça permet à toutes les écoles doctorales de toutes disciplines d'autoriser leurs doctorants à y assister et que ça leur apporte quelques crédits. Et j'ai mis là quelques intitulés de ce qu'on a couvert. On en est aujourd'hui à la 33e séance. Et d'emblée, bon, le premier séminaire introductif était avec Christophe Bonneuil notamment. D'emblée, on a eu un très fort public, à notre étonnement quand même, qui ne s'est jamais démenti depuis, qui fait qu'on fait toujours ces séminaires dans les plus grandes salles municipales, en centre-ville, pour toucher à la fois donc des collègues, le milieu de l'ESR, des doctorants. On a inscrit, selon les séances, entre minimum 25, maximum, on a eu jusqu'à 85 doctorants inscrits pour une séance. Et on a aussi un public très large et assez émouvant d'ailleurs de voilà, personnes sensibilisées à l'environnement. On diffuse évidemment auprès des associations de tout ce milieu, de la mouvance activiste, etc., des curieux, des associations d'éducation populaire, etc. Enfin voilà, c'est un séminaire en fait qui touche un public assez large et varié. Bon, alors, pardon. Donc, cette page, ça, c'était les affiches, mais visiblement, ça passe pas. Donc, je passe à la sensibilisation grand public. Au-delà de notre séminaire de recherche, même si celui-ci est ouvert au grand public, on a fait aussi des actions plus directement en direction du grand public. Un documentaire sur l'Anthropocène avec des témoignages de scientifiques issus de notre séminaire. Il y a un projet Art et Sciences aujourd'hui qui est en train de monter en puissance, mené par divers membres de la Técopole, donc qui est là plus sur le fait d'utiliser le registre des arts en faisant des partenariats avec des compagnies artistiques pour transmettre certains messages et en particulier sur la question des forêts. J'ajoute sur cette question du grand public qu'on est de plus en plus régulièrement sollicité, même hyper sollicité en fait. On a du mal à répondre à toutes les sollicitations. La Técopole a pris sa place dans la scène toulousaine, mais beaucoup plus largement auprès des médias nationaux, par exemple. On a beaucoup de sollicitations de médias nationaux qui nous reconnaissent en tant que collectif de scientifiques engagés et qui donc sont en demande, voilà, d'analyse par rapport à un certain nombre de sujets, de réflexion sur le positionnement des scientifiques, etc., etc. On est sollicité aussi par des institutions, à Toulouse, que ce soit le CODEV, le Conseil sur l'agglo toulousaine, certains CNESER. On a été sollicité par des organismes de formation syndicale, y compris en Suisse, par certaines collectivités territoriales. Enfin voilà, il y a toute cette espèce de demande publique à laquelle on essaye de faire face, même si ce n'est pas toujours facile. Et dans ce rôle auprès d'un public assez large, on a nous-mêmes monté depuis 2022 ce qu'on appelle des mini-conférences. C'est-à-dire que dans le cadre de cette semaine d'action organisée par les milieux activistes écologistes toulousains, donc les Jeunes pour le climat, etc., Greenpeace, les associations, nous, la Técopole, on avait décidé de faire des conférences publiques. D'ailleurs, on voit Christophe sur la photo qui avait participé. Voilà, donc c'était vraiment les conférences en plein vent sur des marchés et tout. Puis comme ça a eu un certain succès auprès du public, on a vraiment travaillé ça de manière beaucoup plus soutenue ensuite.
en s'interrogeant beaucoup sur le format, en changeant certaines des infographies qui étaient présentées, etc., pour en faire un truc le plus robuste possible, qui est disponible en libre accès sur notre site. Et maintenant, en fait, on veut que pour chacune de ces conférences, qui fait à peu près 20 minutes, qui est vraiment destinée à être un topo de base pour le grand public, on ait à la fois le diaporama, le propos à tenir à côté du diaporama et une foire aux questions la plus large possible qu'on construit nous-mêmes en faisant des réunions autour de chaque diaporama pour que ce soit appropriable, notamment par des associations de formation, d'éducation populaire ou de formation aux enjeux environnementaux. Voilà, c'est un truc sur lequel on continue à travailler. Alors, autre exemple d'action qu'on a fait assez rapidement et qui nous a beaucoup occupé surtout les premières années, des tribunes presse. Parce que notre propos, comme je l'ai dit, n'était pas de rester dans l'entre-soi ESR, mais au contraire d'intervenir en tant que collectif scientifique dans le débat public. Donc, on a fait tout un tas de tribunes publiées dans des grands médias. Alors là, ce qui est intéressant peut-être à expliciter, c'est que ces tribunes, on les rédige vraiment en collectif, c'est-à-dire c'est un texte ouvert. Généralement, ça part d'une initiative individuelle de quelqu'un qui fait un premier jet sur un sujet qui lui tient, enfin qui mériterait d'être abordé. Et puis ensuite, en écriture collective, tous ceux qui veulent participent à améliorer le texte. Et quand on estime qu'il est vraiment bien ficelé, bien abouti, mais généralement c'est à la version 72, quoi. Enfin, c'est incroyable le niveau d'exigence qu'on peut mettre sur l'écriture d'une tribune, à pinailler sur le moindre adjectif pour essayer que ce soit bien pesé, etc. On la propose à un média. En même temps, ces tribunes ont généralement une version longue où on a mis toutes les références en note de bas de page, tout l'appareil scientifique sourcé, éventuellement les publier en complément ces versions longues sur notre site. Donc en fait, ce sont des tribunes qui ne sont pas des tribunes d'opinion. Ce sont des tribunes où on essaye dans un format ramassé qui peut passer la barrière des médias parce qu'il a cette taille et cette format, ce caractère un peu incisif, mais qui néanmoins est construit, est écrit avec notre habitus scientifique et les mêmes exigences. Donc ça, c'est un peu voilà, une liste qui vous donne une idée des titres des tribunes qu'on a publiées. Donc j'ai essayé de les rassembler, des choses sur le désastre écologique, sur la recherche, l'enseignement supérieur. Et vous voyez que surtout dans les premiers temps, parce qu'aujourd'hui le contexte a un peu changé, on a désormais un cadrage à la fois du CNRS, des organismes de recherche plus largement, du ministère par rapport à l'enseignement, etc., qui commence à mieux faire place à la fois aux enjeux écologiques dans la formation, la recherche, l'empreinte de la recherche, mais aussi par rapport à la question de l'engagement des scientifiques. Mais au début, il n'y avait pas grand-chose. D'où le titre un peu rentre dedans de nos tribunes. Le CNRS ne doit pas jouer les pompiers pyromanes. La recherche publique ne doit plus servir à détruire la planète. Enfin voilà, on voulait vraiment se donner pour mission aussi de challenger notre propre milieu, pas juste d'être des lanceurs d'alerte, encore moins des donneurs de leçons vis-à-vis du grand public, mais d'essayer de faire bouger vraiment notre milieu. Après, une de nos spécialités, entre guillemets, à Toulouse, c'est certainement voilà, de s'intéresser à la question des technologies, de l'énergie. Il y a plusieurs participants très engagés à la Techopole qui sont des experts sur ce sujet, et puis quelques tribunes aussi plus spécifiques sur notre territoire. Ce qui les réunit toutes, je crois, c'est peut-être le fait que on vise à publiciser, à ouvrir dans le débat public un certain nombre de questionnements critiques au-delà d'un discours général ou d'un discours mainstream. C'est aussi de mettre en question des discours dominants, non questionnés. On considère que c'est notre rôle de scientifique d'aller par là. On ne peut pas laisser ce rôle aux seuls activistes ou aux militants, etc., surtout dans le contexte actuel. Et du coup, de ne pas s'interdire d'interpeller des bastions de pouvoir, que ce soit nos propres tutelles, que ce soit les politiques ou les institutions, que ce soit bien sûr le monde économique et en particulier les plus grandes entreprises, les multinationales, etc. Voilà. Parmi nos activités, je vais très vite, on a coordonné des revues, des numéros de dossiers, voilà, bon, pour approfondir des questions d'un point de vue plus académique. Il y a eu un ouvrage collectif. Ma batterie est faible, attendez, je vais rebrancher ça vite fait.
Hop. Désolée. Donc, il y a eu un bouquin collectif, notamment sur la 5G, un bouquin collectif sur le greenwashing. Et d'ailleurs, là, on est en train de penser à une suite sur le green backlash, plutôt l'anti-écologisme, un peu sous le même format. Et visiblement, le seuil est intéressé, donc ce sera sans doute dans un an. Bon. Et puis, alors là, on ne voit pas très bien le haut de la diapo, là, mais en fait, ça, c'est ce qu'on a fait par rapport à la question de l'empreinte de la recherche et plus largement aussi la question de ce que la recherche, voilà, nos activités de recherche font au monde et un certain nombre d'autres actions. Je vais vite. Alors, ça, peut-être j'en dis quelques mots. C'est ce qu'on a entrepris de faire par rapport au secteur de l'aéronautique. C'est-à-dire que assez vite, sur ces enjeux écologiques. Étant à Toulouse, eh ben, si on n'avait pas une réflexion et peut-être une interpellation sur le secteur de l'aéronautique, on passait sans doute à côté de quelque chose. Donc, ça a démarré pendant le confinement où on a fait une lettre aux salariés de l'aéronautique. Non pas une tribune, parce qu'on voulait quelque chose de plus, comment dire, on voulait un autre mode d'interpellation. Spécialement pour les salariés eux-mêmes. Et ça a déclenché tout un tas de choses parce que près d'une centaine de salariés nous ont écrit ensuite. Du coup, on a organisé un cadre de rencontre avec eux. Ça a donné lieu à l'émergence de l'association ICAR, un collectif Pensons l'aéronautique de demain, un forum social et environnemental de l'aéronautique, et pour finir, des assises générales de l'aviation réunissant scientifiques, syndicats, salariés et associations. Voilà. Donc ça a été quelque chose qui, d'une initiative originelle assez limitée quand même, hein, voilà, c'était pour ouvrir le débat, on est parti sur une espèce de recherche-action empirique qui s'est poursuivie. Et les choses sont en train de se reproduire d'une autre manière avec les centres sociaux aujourd'hui. Là, ça s'est fait à l'inverse. Ce sont les centres sociaux, et en particulier la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, donc la grosse fédération nationale, qui sont venus nous interpeller à l'automne dernier en nous demandant de les accompagner pour se lancer eux aussi depuis les milieux populaires voilà, avec lesquels ils œuvrent à penser la transition écologique. Et donc eux, ils conceptualisent ça sous le nom de transition écologique solidaire et citoyenne pour bien insister sur les enjeux de justice sociale et environnementale et les enjeux démocratiques qui sont derrière. Et du coup, de ce partenariat, on les a entraînés dans un appel à projet pour l'ADEME. Là, on a développé une réponse à cet appel à projet sur les transitions écologiques, économiques et sociales lancé par l'ADEME. Et pour l'instant, on a été retenu pour la phase 2. Donc, on ne sait pas si le projet va aboutir, mais on est en train d'y travailler. De toute façon, qu'on décroche le projet ADEME ou pas, on continuera ce partenariat avec la Fédération des centres sociaux. Mais ça, c'est intéressant parce que ça montre que notre posture de collectif de scientifiques engagés, ce qu'on a fait jusque-là, appelle maintenant des interpellations d'acteurs de la société civile et d'acteurs majeurs quand même. Hein. Cette fédération, c'est vraiment, voilà, ça recouvre beaucoup, beaucoup de choses voilà, pour être accompagné, pour qu'il y ait ce lien qui se tisse avec des scientifiques. Je termine rapidement. Alors, évidemment, tout ça nous amène à réfléchir ensemble à ce qui vous intéresse vraiment, je pense, c'est-à-dire comment on se positionne, qu'est-ce que ça implique de se proclamer ainsi, en tout cas d'assumer, de se proclamer, de se reconnaître scientifique engagé, de prendre ce genre de positionnement, etc. Bon, alors nous, comme Christophe l'a dit d'une autre manière, hein, on estime ne rien devoir en rabattre autour de ce qui fonde notre responsabilité en tant que scientifique, c'est-à-dire la trilogie intégrité, déontologie, éthique. Ce qu'on entreprend, on essaye de le faire dans ce cadre. Alors, ça peut être questionné, c'est une ligne de crête, bien sûr, entre une posture d'engagement dans la société, le fait de tous sortir de notre seule spécialité de recherche, c'est évident, mais en même temps, pour nous, on a un devoir aujourd'hui qui est aussi celui de la lucidité face à la situation globale, face à l'urgence, face surtout
à l'incapacité, en fait, pour l'instant, à parvenir à inverser nos trajectoires ou enfin même à les atténuer, le scientifique doit se poser la question différemment. Et donc, c'est moins une question pour nous de neutralité que de lucidité qui engage à s'impliquer. Et puis, dépasser son seul champ de spécialité, son seul petit domaine de spécialité, pour chacun d'entre nous, c'est un défi, c'est une prise de risque, mais en même temps, que peut-on penser aujourd'hui de l'enjeu global de l'écologie si on ne fait pas ce pas de côté? Et si les scientifiques n'acceptent pas de le faire, voilà, on ne peut constituer que des savoirs en tuyaux où chacun est bien, voilà, bien assuré de ce qu'il va délivrer, mais qui va penser le collectif. Donc nous, on assume de dire que on est pleinement dans notre mission scientifique quand on fait cela. Voilà. Et évidemment, un des garde-fous pour nous, très important, c'est de le faire en collectif, c'est de le faire avec cet intense débat interne, c'est de le faire en essayant le plus possible de s'exprimer à plusieurs. Voilà. Donc, pour nous, ce, on ne renonce à rien à l'exigence scientifique, on ne prône aucun relativisme, on ne se considère pas comme des militants. Donc là, on avait été avec Julien invité à participer à ce débat assez piégeux d'agrobiosciences parce que formulé comme ça, le chercheur militant, un nouveau citoyen. Donc nous, on avait contesté la formulation disant que nous ne nous considérons pas comme des chercheurs militants. Mais bon, après, voilà, on avait quand même participé à ce débat qui s'était révélé malgré tout intéressant. Euh, donc, cette position, on l'assume et on l'assume d'autant plus qu'aujourd'hui, Christophe en a dit quelques mots, mais quand même, il faut bien voir le degré de résistance de notre société, quand je parlais de bastion de pouvoir, hein, à des changements pourtant fondamentaux qui sont absolument nécessaires, comme dit le GIEC, si on veut espérer faire face aux enjeux, et de répression, en fait, de répression à la fois de la parole, mais aussi de l'action de ceux qui sont les plus impliqués en la matière. Hein. On est dans un contexte d'écolo-bashing où finalement toute une partie des discours scientifiques sont discrédités, hein, discrédités, de régression du cadre de pensée, de recul en matière de politique publique sur bien des domaines. On l'a vu encore récemment, là, cette année, sur l'énergie, sur la sortie de la crise sociale agricole, etc. De criminalisation des activistes, fussent-ils parfaitement pacifiques, etc., etc. Donc là, ça pose selon nous aussi, d'une autre manière, la question de l'engagement des scientifiques. Pouvons-nous passer à côté le fait de profiter encore un peu de notre liberté académique dans ce cadre-là, hein? Ne faut-il pas au contraire nous impliquer, impliquer notre liberté académique pour appuyer le plus possible les questionnements écologiques dans cette société, le fait de maintenir une exigence forte en la matière. Alors, je vais très vite, peut-être vous m'arrêtez. J'ai juste quelques autres diapos. Ça, c'est une action qu'on a fait pour dire que notre mode d'intervention questionne aussi la façon dont on peut être vraiment critique au sein du monde académique. C'est-à-dire que là, nous, par cette action, nous avons pris à partie la Toulouse School of Economics, hein, la TSE, parce que nous, à la Técopole, nous considérons que les économistes mainstream, dans les discours souvent très éloignés de l'enjeu environnemental, enfin les discours, plutôt la, la manière de construire un savoir économique sans prendre au sérieux au sein de la discipline l'enjeu environnemental pendant très longtemps, et puis ensuite en développant un certain nombre de positions d'expertise qui conduisent à reproduire notre monde beaucoup plus qu'à essayer de le changer, il y a vraiment quelque chose à interroger. Et du coup, quand la TSE a organisé un sommet du bien commun qui nous paraissait assez indécent par rapport même à ce que sont les exigences académiques de base, c'est-à-dire un sommet, un colloque très rutilant avec toutes les grandes entreprises présentes, aucun temps de discussion avec la salle, prétendant
délivrer voilà, un discours et des savoirs sur le bien commun, ça nous a semblé être une provocation. Donc on y a répondu par un texte et même par 2 tribunes, une avant l'événement, une après, qui sont, je dirais, à la limite de la décence universitaire, c'est-à-dire on reste très poli, mais assez incisif sur le fait de dénoncer cette, voilà, cette posture de pouvoir, en quelque sorte. Bon, voilà. Donc ça, c'est un questionnement. Quoi, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire dans notre monde académique par rapport à des initiatives et des collusions de ce type? Ça, c'est vraiment important. Et puis, bah, je terminerai sur ça, évidemment. Euh, Christophe en a parlé déjà. Pour nous, la question de la 69 nous a évidemment poussé à franchir un cap parce que c'est un combat emblématique des contradictions actuelles, c'est un combat emblématique de la répression contre les environnementalistes dont je parlais tout à l'heure. C'est un combat qui est à nos portes et qui évidemment nous engageait particulièrement. Donc, pour la première fois, par rapport à la 69, on a fait une tribune demandant l'arrêt des travaux qu'on a signé à Técopole. Parce que ça, je ne l'ai pas abordé, mais un des choix qu'on a fait pour régler la question de ah oui, mais la Técopole, alors c'est ceux qui participent qui décident, ceux qui participent pas, mais du coup, est-ce que comment ça peut impliquer des membres qui n'ont pas pris part à la décision, etc. On a fini par adopter un format de signature de nos tribunes qui est à peu près celui-ci. Ce texte a été écrit dans le cadre de la Técopole. Il a été rédigé par un tel et soutenu par un tel et qui veut ajouter sa signature. Ça permet de jongler entre le fait d'assumer quelque chose collectivement dans le cadre de la Técopole et en même temps que apparaissent clairement ceux qui veulent s'engager autour de ce texte. Bon, pour ce cas-là, de la 69, par contre, on a envoyé un message à toute notre liste, donc aux 250 membres, en leur demandant s'ils n'étaient pas hostiles au fait qu'on publie la tribune que nous avions été quelques-uns à rédiger. Et s'ils n'étaient pas d'accord, il fallait qu'ils argumentent sur nos canaux de discussion là, pour essayer d'exprimer leur point de vue et voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Bon, les seuls messages qu'on a reçus de collègues ne participant pas, c'était de dire ah oui, mais bravo, vous avez raison, excusez-moi, j'ai pas le temps, mais c'est super, je suis tout à fait d'accord, etc. Voilà. Et donc, on n'a pas eu de cas de conscience à déployer ainsi cette tribune. Bon, mais on y reviendra dans les questions si vous le souhaitez, hein, mais c'est vrai que là, c'est un cas un peu limite, disons, de tentative de peser sur les politiques et l'action publique dans un contexte extrêmement tendu et piégeux, qui a été, on peut le dire, un échec. C'est-à-dire que, enfin, on est content d'avoir publié cette tribune, on ne la renie en rien, mais pour l'instant, on n'a pas contribué à peser en quoi que ce soit. Hein, et la rencontre qu'on a eue, Christophe y était avec Carole Delga, était assez comment dire, désillusionnante sur la capacité des politiques à entendre de ce point de vue-là la parole scientifique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et je réponds volontiers à toutes les questions que vous souhaiteriez poser.